Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Comme chaque année, à la même période, à New York et en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, se tient la rencontre de la 4e commission. Autrement dit, la commission de l'Assemblée générale dédiée aux questions de la décolonisation. Naturellement, le dossier sahraoui figure à l'ordre des jours des travaux de cette commission. Occasion pour le peuple sahraoui, son représentant légitime, à savoir le Front Polisario, mais aussi pour les amis du Front Polisario et du Sahara occidental, de réitérer le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'indépendance, mais aussi à l'autodétermination. Si la question du Sahara occidental aujourd'hui refait surface en raison des volte-face des puissances occidentales concernant les richesses du peuple sahraoui et du territoire sahraoui, les amis du Sahara occidental, le Front Polisario, ne lâchent pas prise. Ils veulent aujourd'hui parvenir à appliquer les résolutions onusiennes, à savoir donc le droit du peuple sahraoui à l'indépendance. La 4e commission revêt un intérêt particulier pour le Front Polisario, le peuple sahraoui, les amis du Sahara occidental, et pour cause. Elle permettra peut-être de parachever ou d'achever l'indépendance du Sahara occidental et par la même occasion de finir avec les colonisations en Afrique. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir de revenir sur la question du Sahara occidental et de la 4e commission des Nations unies. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour en parler. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné sur mon plateau ici ce soir d'un habitué de Cap sur l'Afrique, Sami Kaidi. Sami Kaidi, bonsoir. Bonsoir Tinhinan et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Sami, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi sur ce plateau. Je vais vous présenter brièvement. Donc, vous êtes journaliste à la rédaction d'El Moudjahid, mais vous êtes aussi un fin observateur des questions internationales. Vous vous intéressez particulièrement au rapport de force entre le Nord et le Sud. Votre regard nous est important ce soir. Merci, Sami. J'aurai également le plaisir d'être accompagné ce soir d'un ami du Sahara occidental, d'un homme qui ne ménage pas ses forces pour défendre les droits des peuples opprimés. Il est justement l'une des voix dont je parlais lors de mon introduction, l'un des amis du Sahara occidental, Fabio Salvia, qui me rejoint ce soir. Fabio, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Tininan, merci à vous, merci. Donc Fabio, je vais aussi vous présenter brièvement, si ce n'est pas la première fois qu'on a le plaisir et la joie et l'honneur surtout de vous recevoir sur ce plateau. Fabio, vous êtes donc un membre du comité belge du soutien avec le peuple sahraoui, mais vous êtes aussi un humanitaire et un fin observateur des questions internationales, et vous êtes un défenseur des questions justes et de la justice sociale et d'un monde plus équilibré, n'est-ce pas? Tout à fait, merci. Merci Fabio. Fabio, restez avec moi parce que justement je vais commencer avec vous. Fabio, vous avez justement été à New York lors de cette 4e commission. Vous avez participé vous faites partie, on peut dire, donc aujourd'hui, de ces voix qui portent la voix, qui aident le peuple sahraoui à porter sa voix dans les forats internationaux. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur ce qui s'est passé lors de cette 4e commission? Mais avant de traiter de ça, j'aimerais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la 4e commission et quel est son rôle aujourd'hui dans le processus de décolonisation? Oui, donc la 4e commission, c'est une commission spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies qui travaille et s'occupe de questions de décolonisation. Donc, tout le territoire aujourd'hui considéré non autonome, donc occupé par d'autres pays et gouvernements étrangers, sont inscrits dans cette liste de territoires non autonomes traités par la 4e commission. Et donc, dans cette liste figure bien sûr le Sahara occidental en tant que territoire occupé par le royaume du Maroc et non autonome. Très bien. Fabio, comme je le disais à l'instant, vous faites partie des panélistes ou des pétitionnaires qui ont été lors de cette 4e commission à New York les jours précédents. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été, selon vous, les moments forts de cette 4e commission et quelles ont été les revendications que vous avez portées à cette occasion? Donc, j'ai participé, comme vous avez dit, à la 4e commission en tant que pétitionnaire. Je fais partie d'une large délégation
de délégués, donc pétitionnaires provenant de tout le continent du monde, donc l'Europe, l'Afrique, tous les continents américains et d'Asie aussi. Pour vous dire justement, dans la délégation des pétitionnaires qui ont participé cette année à la 4e commission, il y avait plus de 15 nationalités justement de la délégation en soutien du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Je dois dire que les revendications ont été fortes parce que nous avons justement rappelé à la Commission que le Sahara occidental demeure encore aujourd'hui un territoire occupé, que ces ressources naturelles sont exploitées illégalement par l'occupant marocain et que chaque jour, il y a toute une série de violations des droits de l'homme, violations graves des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Mais nous avons aussi rappelé à la Commission qu'une partie de lui est obligée et donc aujourd'hui vit dans les campements de réfugiés qui se trouvent à côté de la ville de Tindouf, et que ces campements de réfugiés sont justement en conditions aujourd'hui qui s'aggravent toujours plus. Il y a un manque d'aide humanitaire. L'aide humanitaire complémentaire cette année a eu une réduction de 40%. Non seulement pour vous dire, par exemple, que les organisations humanitaires qui opèrent dans les campements, cette année, l'année prochaine, ils auront de difficultés pour des salaires. Et quand on parle de paiement des salaires, on parle bien sûr de, par exemple, les médecins et les infirmiers qui travaillent dans l'hôpital qui se trouve à Arabouni, donc dans les campements de réfugiés. C'est une situation vraiment grave et nous avons plaidé au sein de la commission, mais aussi au sein des missions permanentes pour essayer de trouver une aide essentielle pour les réfugiés sahraouis. Très bien, merci. Fabio, votre témoignage nous est précieux. Je viens vers vous, Sami Kaidi, justement. Aujourd'hui, on parle de la décolonisation, de la 4e commission, mais finalement, il n'y a pas que le dossier sahraoui, il y a également le dossier palestinien. Il y a 17 ou 19 territoires qui sont reconnus comme étant non autonomes aujourd'hui par les Nations Unies, notamment par l'Assemblée générale des Nations Unies. Quel est l'impact ou quel est le rôle de cette commission, surtout qu'on sait qu'elle se tient chaque année en automne et en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Quel est son impact aujourd'hui, justement, Sami ? Voyez-vous, Tinainan, c'est comme vous l'avez cité au début de votre introduction, de parachever ce processus d'indépendance, de recouvrement total de la souveraineté nationale de ces pays. Il faut savoir que le Sahara occidental est la dernière colonie d'Afrique et elle est inscrite depuis 1963 en qualité de territoire non autonome et elle figure par conséquent dans la liste des pays à décoloniser. Or, aujourd'hui, malheureusement, on voit bien que l'indépendance du Sahara occidental, le recouvrement total de la souveraineté, le droit inaliénable de ce peuple à son autodétermination est bafoué par certaines puissances qui veulent poursuivre finalement une politique d'exploitation illégale d'un territoire et de ses richesses surtout. Cette 4e commission qui est annuelle et qui s'inscrit en droite ligne de l'Assemblée générale, donc c'est la commission des affaires politiques spéciales et de la décolonisation, permet aussi aux sociétés civiles d'avoir un espace pour promouvoir ce droit imprescriptible qui est inscrit dans le marbre du droit international. D'ailleurs, permettez-moi de vous rappeler cette résolution adoptée en 1960, la résolution 1514, et qui stipule le droit des peuples colonisés à l'indépendance et à l'autodétermination. Très bien. Fabio, comme je le disais, votre témoignage est très important pour nous ce soir parce que vous connaissez bien les camps de réfugiés sahraouis, vous connaissez bien la situation du peuple sahraoui, vous avez parlé de cette situation humanitaire, on ne cessera jamais de le dire assez, la situation humanitaire sur le terrain est aujourd'hui alarmante. Dans le cadre de votre travail, justement, quel est l'impact de ce que vient de dire Sami, justement, de cette complaisance de certaines puissances, de la complaisance même
même de la communauté internationale vis-à-vis de cette question qui est une question de colonisation et de peuplement sur le terrain, sur votre travail. Est-ce que vous le sentez concrètement, cette complaisance? Bien sûr, malheureusement, je dois vous donner raison parce que nous l'avons vu aussi au sein de l'ONU cette année à New York. Et on a compris justement cette position complaisante à l'occupation après les rendez-vous que nous avons eus aussi avec les missions permanentes et surtout les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Malheureusement, c'est le cas. Mais je dois dire aussi que, par exemple, comme nous savons très bien que la France, par exemple, les États-Unis, désormais, ils soutiennent l'occupation marocaine avec les soi-disant plans d'autonomie. Mais le reste de membres du Conseil de sécurité, aujourd'hui, ne sont pas totalement d'accord. Au moins la moitié de ces membres soutient le droit à l'autodétermination du peuple, donc du peuple sahraoui. Et ne sont pas d'accord avec l'imposition d'un plan d'autonomie qui ne respecte pas les droits internationaux, mais surtout ne respecte pas les droits à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est un plan d'annexion qui continue à appeler plan d'autonomie, mais qui sert justement à officialiser, à normaliser la situation, le statu quo qu'il est aujourd'hui dans les territoires occupés du Sahara occidental. On va voir à la fin de ce mois quoi le Conseil de sécurité va décider par rapport au renouvellement de la mission MINURSO, c'est la mission au Sahara occidental pour l'organisation du référendum, et s'il sera renouvelé ou s'il sera modifié selon les plans américains et français, et qui vont réduire cette mission simplement mission politique de transition. Transition vers quoi? Nous ne l'avons pas encore compris, mais quand même ils veulent bien éliminer la partie militaire de la mission pour simplement laisser une mission politique qui, selon l'avis de ce pays, va accompagner le peuple sahraoui, je suppose aussi le Royaume du Maroc, vers cette zone d'autonomie. C'est quelque chose, comme je dis au début, que c'est irréalisable parce que ne respecte pas du tout les résolutions des Nations Unies, les résolutions du Conseil de sécurité et surtout la résolution 14 de 1960. Très bien, Fabio, on va revenir dans un petit moment vers vous, parce que vous avez parlé justement de ce qui a appelé aujourd'hui, je mets ça entre parenthèses, de la transition politique en parlant de la MINURSO. Il faut qu'on revienne justement sur la MINURSO. Mais juste avant, je viens vers vous, Sami Kaïdi, à la lumière de ce que vient de nous dire, Fabio. Justement, il a même parlé de ces ONG internationales. Lui-même fait partie de ces organismes internationaux qui se solidarisent avec le peuple sahraoui. Il y en a des milliers à travers, comme l'a signalé à juste titre d'ailleurs Fabio en début d'émission, qui viennent des 5 continents, qui sont aujourd'hui, qui se solidarisent, qui rappellent aujourd'hui que le Sahara occidental est une colonie de peuplement. Cela dit, on assiste depuis quelques temps ou quelques années, on va dire depuis le bouleversement de l'échec géopolitique mondial, à une volte-face des puissances occidentales. Ça a commencé par les États-Unis où lors de son premier mandat, le président américain donc a joué donc un jeu de passe-passe avec le Maroc, la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste contre la reconnaissance de ce plan d'autonomie qui est complètement illégal pratiquement que propose le Maroc concernant le Sahara occidental. On a eu ensuite la volte-face de l'Espagne aussi et de la France que certains observateurs expliquent par des logiciels là aussi espions qui ont été mis en place par l'entité sioniste et ses alliés. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, en dépit de tout, même si on a tenté à plusieurs reprises de mettre le dossier du Sahara occidental comme étant un dossier secondaire, mais on le voit par son importance revient, est-ce que le Sahara occidental est aujourd'hui un dossier que la réelle politique finalement tient, ou un dossier au cœur de la réelle politique et au cœur des enjeux internationaux? Bien sûr, et finalement,
Ce qui est extrêmement intéressant dans la question et le combat du peuple sahraoui pour son autodétermination, c'est que toutes les manœuvres du régime colonial marocain, toutes les manœuvres des puissances, à leur tête aussi la France, qui a toujours soutenu finalement la colonisation du Sahara occidental. D'ailleurs, il faut rappeler que cette semaine, le patronat français, le MEDEF, a organisé un forum dans les territoires occupés du Sahara occidental et plus précisément à Dakhla occupé. Donc il y a cette logique de Rapine, cette logique de vouloir toujours grappiller sur les ressources naturelles de ce peuple, mais la justice internationale et le droit restent telle une épine dans le pied de ces puissances. À tout seigneur, tout honneur, nous sommes en Afrique. Rappelons que la Cour des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, en septembre 2022, avait réitéré le droit du peuple sahraoui à son autodétermination et son indépendance. Cette Cour avait même appelé les États membres à faire respecter ce droit. Idem pour la Cour de justice de l'Union européenne qui avait fait un arrêt extrêmement important le 4 octobre 2024. Via cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne avait reconnu que le Sahara occidental est un territoire totalement distinct du Royaume du Maroc et que le seul et unique représentant du peuple sahraoui et légitime représentant n'est autre que le Front Polisario. Reconnaissant aussi l'interdiction de vendre des produits étiquetés au nom du Maroc, alors que ces produits-là, notamment issus de l'agriculture, proviennent des territoires... De l'agriculture, de la pêche. De la pêche. Il faut rappeler que c'est les eaux les plus poissonneuses du monde, les eaux du Sahara exactement, sans parler des minerais, des ressources à l'instar du phosphate. Donc tout cela, c'est finalement des victoires pour la cause sahraoui qui rappellent que aucun peuple ne peut être finalement débouté, aucun peuple ne peut voir son droit imprescriptible mis aux oubliettes. Et finalement, ça me fait rappeler également un parallèle direct qui est la cause palestinienne, c'est-à-dire que toutes les tentatives de l'entité sioniste, d'ailleurs un des plus fidèles alliés du régime colonial et moyenâgeux marocain, sont des tentatives vaines. Là aussi, on doit faire un rappel. D'ailleurs, on en a parlé ici même dans Cap sur l'Afrique. Ça a été la volte-face de l'Union européenne en tentant par une manœuvre de violer finalement la décision de sa propre justice, oui. Pile poil un an après la décision de la Cour de justice européenne. Ce qui me ramène vers vous, Fabio. On va parler de la MINURSO. Fabio, aujourd'hui, la MINURSO est pratiquement une mission... Pas pratiquement, est une mission politique, est une mission des Nations Unies. D'ailleurs, à la fin du mois en cours, une rencontre importante au Conseil de sécurité où il sera aussi question de la MINURSO et du fait de peut-être renouveler le mandat pour un an. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la MINURSO et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la MINURSO finalement ne répond pas aux besoins du peuple sahraoui et ne répond pas surtout aux résolutions des Nations Unies concernant la question du Sahara occidental? La MINURSO, c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental. C'est donc une mission de peacekeeping, ça veut dire une mission de paix, qui sert justement à médier, on peut dire, entre les deux parties et pour essayer, elle doit essayer justement de garder les combats et juste les conflits même à basse intensité. La MINURSO a été aussi conçue en 1991 comme une mission qui devait même garder le cessez-le-feu entre le Front Polisario et l'armée marocaine. Et depuis 2020, justement, cette tâche de contrôle sur le cessez-le-feu est terminée parce que, comme nous savons, le Royaume du Maroc a violé le cessez-le-feu et donc aujourd'hui, les conflits ont redémarré. En novembre 2020, effectivement, le Maroc a violé le cessez-le-feu en agressant des militants sahraouis pacifiques. Tout à fait, tout à fait. Il y a des manifestants qui manifestaient devant la place de Guerguerat et voilà, et donc ils ont violé ce cessez-le-feu.
depuis lors, normalement, la MINURSO a eu la possibilité d'organiser le référendum. Il faut dire que déjà en 1992, ils avaient une liste de votants qui avaient droit à participer à ce référendum. Mais une fois que le Maroc a vu cette liste, automatiquement, il s'est retiré des négociations et donc la MINURSO est rentrée dans une impasse. Cette impasse qui est arrivée en 2007, quand, avec les plans Becker, ils ont refait une nouvelle liste de votants. Et donc, même à cette occasion, le Maroc qui avait déjà accepté les plans Becker après s'est retiré des négociations. Donc, le problème, c'est justement que la MINURSO aujourd'hui n'a pas beaucoup de liberté pour mener son travail. Parce que soit les membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, empêchent cette mission d'organiser le référendum, mais surtout, ce sont les forces d'occupation marocaines qui empêchent la mission de travailler librement et de mener ses tâches, donc son travail. Ça, c'est le problème aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi que de temps en temps, quand la MINURSO a la possibilité de témoigner et prouver effectivement tout ce sont les agressions et les accidents au niveau du conflit. Ils ont même dénoncé plusieurs fois des attaques de l'armée marocaine vers des civils. Et on a eu pas mal de victimes. C'était seulement en 2024, déjà 2025, on a plus d'une dizaine de victimes. Simplement des civils d'origine mauritanienne, mais aussi algérienne ou des Sahraouis, qui se trouvaient dans le désert pour d'autres questions et qui étaient tués par l'attaque de drones marocains direct sur leur voiture ou sinon directement sur eux-mêmes. Donc, pour vous dire justement que même pour ça, la MINURSO encore aujourd'hui a une importance. L'importance n'est pas totale parce que justement ils sont bloqués, comme j'ai dit, ils n'arrivent pas à mener leur travail. Et donc, ils sont un petit peu, voilà, ils sont dans l'impasse, comme j'ai dit déjà au début. Très bien, merci Fabio. Très chers téléspectateurs, ne vous quittez pas, on revient dans un court instant, juste après cette courte page publicitaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique qui ce soir se penche sur la rencontre de la 4e commission et plus précisément sur cette rencontre ou plus précisément sur le dossier sahraoui. Au sein même de cette 4e commission qui se penche donc sur les questions liées à la décolonisation et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de Sami Kaidi qui est un confrère mais aussi un fin observateur des questions internationales. Sami, bienvenue donc sur ce plateau. J'ai aussi le plaisir d'être accompagné depuis l'Italie de Fabio Salvia, qui est membre du comité belge de soutien du peuple sahraoui. Fabio, restez avec moi, je continue avec vous. Vous avez commencé lors de juste avant la publicité, de nous expliquer qu'est-ce que la MINURSO et quel est son rôle aujourd'hui. Fabio, vous avez dit qu'aujourd'hui, finalement, la MINURSO est presque bloquée est bloqué aujourd'hui pour l'organisation d'un référendum, un référendum que beaucoup de résolutions de l'ONU ont choisi comme étant la solution la plus pérenne et la plus apte à garantir les droits du peuple sahraoui, mais aussi une paix durable pour le peuple sahraoui et pour l'Afrique et pour la région. Cela dit, vous avez dit qu'il y a des blocages. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement en quoi consistent ces blocages et surtout à qui profitent ces blocages aujourd'hui ? Bien sûr, les blocages aujourd'hui de la MINURSO jouent en faveur, bien sûr, du Maroc, mais aussi de tous les pays, surtout occidentaux, qui investissent chaque année beaucoup d'argent au Maroc et surtout au Sahara occidental. Évidemment, il n'y a pas la volonté de la part de tous ces pays-là de débloquer une situation, de mener vraiment un processus de décolonisation et justement d'organiser un référendum. Et je voudrais aussi ajouter, en particulier, très important, la MINURSO, c'est la seule mission des Nations Unies qui n'a pas de mandat
pour le contrôle voilà, des droits de l'homme. Donc, ça veut dire justement que la MINURSO ne peut rien dire pour toutes les violations des droits de l'homme qu'il y a chaque jour dans les territoires occupés du Sahara occidental. Ça, c'est grave. Hein. C'est très grave. Justement, je voudrais votre avis à tous les deux. Je poursuis avec vous, Fabio. Vous l'avez dit vous-même, donc la MINURSO est la seule mission des Nations Unies qui ne dispose pas d'une mission d'observation des droits humains, alors que des violations du droit humain, il en existe. Vous êtes vous-même témoin, vous travaillez, je rappelle, chaque année, votre organisation et d'autres organisations aussi travaillent sur ces violations. Des centaines de milliers de citoyens internationaux, de militants internationaux sont réprimés. Sans oublier la répression du peuple sahraoui, sont réprimés au sein du Maroc. Ils sont empêchés de rentrer dans les territoires occupés pour justement ramener cette information de la répression que subissent et les soutiens du peuple sahraoui et le peuple sahraoui lui-même, les nombreux prisonniers politiques sahraouis aujourd'hui dans les geôles, pour ne citer que ceux du camp de Qdimizik. Pourquoi est-ce que c'est une faille des Nations Unies? Est-ce que c'est une complaisance de la communauté internationale? Comment vous expliquez aujourd'hui le fait que cette mission des Nations Unies, qui est censée porter la voix du peuple sahraoui sur plusieurs volets, ne dispose pas d'une mission d'observation des droits de l'homme, alors que toutes les missions aujourd'hui de l'ONU disposent d'une mission d'observation des droits humains dans les territoires où elles sont déployées? Bien sûr, comme je dis avant, malheureusement, ça c'est une stratégie pour garder un statu quo, le statu quo qu'il y a aujourd'hui d'occupation et justement pour limiter aussi le travail d'une mission de l'ONU qui pourrait avoir un rôle très important au niveau de la question du Sahara occidental. On sait bien qu'il y a une répression dans les territoires occupés du Sahara occidental. Comme vous avez bien dit, il y a des dizaines de prisonniers politiques dans les geôles marocaines. Je vous dis simplement le dernier cas, les 6 étudiants sahraouis arrêtés à l'université d'Agadir, qui simplement ils ont manifesté pacifiquement pour leur soutien à l'autodétermination. 4 de ces étudiants ont été relâchés après torture, après répression, et 2 de ces étudiants se trouvent encore dans des geôles, dans des situations vraiment graves. Pour ne pas parler justement du reste des prisonniers politiques. Tout ça, justement, c'est quelque chose qu'il faut garder bien caché. Le monde ne doit pas voir qu'il y a cette réalité. Le monde entier ne doit pas voir effectivement qu'il y a des opposants ou il y a des défenseurs des droits de l'homme qui chaque jour sont réprimés par les forces marocaines. Mais le dernier cas aussi, c'est toute la destruction des maisons, par exemple, de familles sahraouies. Voilà, dans la ville de Koussour, d'Esmara et de Dakhla. Ils ont vu justement arriver les autorités marocaines avec des bulldozers qui ont totalement rasé leurs maisons. Et par contre, n'ont rien reçu par les mêmes Marocains. Quelqu'un a reçu quelque chose, mais bien sûr, ça ne sont pas suffisants pour après racheter ou trouver une autre maison. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas raconter. C'est un petit peu ce que nous avons vu pendant des décennies en Cisjordanie avec les Palestiniens. C'est ce que fait Israël là-bas. Tout à fait, c'est la même chose. Détruire, occuper des territoires et après donner le territoire à d'autres sociétés, je ne sais pas, d'autres personnes pour d'autres usages, pour construire des hôtels par exemple, ou simplement des usines qui servent après à produire de l'énergie verte, ce qu'après il faudrait vendre en Europe peut-être ou dans d'autres pays. Voilà, ça c'est la situation générale qui, je dis à nouveau, c'est vraiment grave. Très bien. Merci Fabio, merci pour ce témoignage. Je rappelle que votre témoignage nous est précieux ce soir parce que vous connaissez bien le terrain et vous connaissez bien le dossier sahraoui. Je viens vers vous, Sami Kaïdi, avec la même question. Et Fabio a bien fait justement de mettre le point de mettre le doigt sur ce point qui est très important. Le fait qu'aujourd'hui, la mission des Nations Unies qui est déployée dans les territoires occupés, qui est la MINURSO, ne dispose pas d'une mission d'observateur. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'observateur justement des questions internationales et des rapports entre le Nord et le Sud, interpréter cette faille finalement, si je peux me permettre?
écoutez, c'est juste inadmissible que la MINURSO n'ait pas doté d'un droit de regard sur les droits humains. On a pu voir que dans l'affaire du Congo, il y a eu un va-et-vient, et avec finalement les Nations Unies qui ont ajouté, en l'occurrence, un droit de regard sur les droits humains. Dans le cas du Sahara occidental occupé, il s'agit là d'une complaisance claire, nette et précise avec l'occupant marocain qui multiplie jour après jour les violations les plus élémentaires des droits humains en torturant, en bafouant le droit des Sahraouis à se défendre, à exprimer leur volonté d'indépendance. Et finalement, ce qui me revient aussi à l'esprit, c'est que Rabat, qui viole les droits élémentaires de son propre peuple. On a pu le voir avec le mouvement Gen Z 212. Alors vous imaginez avec le peuple sahraoui, c'est depuis plus de 5 décades une oppression radicale qui n'a rien à envier dans le mal, comme je l'avais bien rappelé avant, aux tortures que fait subir l'entité-sioniste aux Palestiniens. Vous savez, dans les territoires occupés du Sahara occidental, c'est un massacre à huis clos, loin des caméras également. D'ailleurs, plusieurs membres des sociétés civiles européennes ou des parlementaires européens ont tenté de venir voir de visu, de constater de visu la situation, et ils ont été manu militari, empêchés de constater l'oppression marocaine et le colonialisme marocain, et pire, ils ont même été immédiatement expulsés des territoires occupés. Donc finalement, ce n'est pas normal, ce n'est plus acceptable qu'en 2025, la MINURSO ne puisse pas avoir son droit de regard. Et là, c'est une tentative éhontée finalement d'imposer finalement le fait accompli colonial marocain. Très bien, Samy, je reste avec vous. Vous dites qu'il est inacceptable et on voit la limite aussi peut-être du droit international, et dans un contexte international actuel, cela pose problème. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Quel est le rôle de l'Union africaine aujourd'hui quand on voit ces violations à l'encontre du peuple sahraoui? Est-ce que finalement l'Union africaine ne devrait pas user de toute sa force et de toute son influence pour pouvoir justement au moins mettre la lumière sur les exactions de l'occupant marocain à l'encontre du peuple sahraoui? L'Union africaine a un rôle prépondérant à jouer, et elle le joue finalement, car il faut rappeler que la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, justement parce qu'elle est membre fondateur de l'Union, elle est membre fondateur de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne constate pas finalement que l'Union africaine a quelque part un rôle à jouer, elle devrait passer à une vitesse supérieure, ne serait-ce que sur la question des droits humains et même sur la question de la décolonisation. L'Union africaine a porté l'idée de décolonisation, du droit des peuples à l'autodétermination, du droit des peuples à jouir de leur richesse et à jouir de leur liberté. Mais face au Sahara, face aux souffrances du peuple sahraoui, on a l'impression que l'Union africaine est aujourd'hui un peu absente. À vrai dire, l'Union africaine joue quand même pleinement son rôle, car comme je l'avais évoqué il y a quelques minutes, la Cour des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine a appelé à protéger le droit imprescriptible des Sahraouis à l'autodétermination et à l'indépendance. Les poids lourds du continent africain sont mobilisés, tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud, pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et de nombreux pays africains, donc des membres influents de cette union, ne ratent pas une occasion pour finalement mettre Rabat sur le banc des accusés. Rabat qui finalement a toujours voué une haine au continent, car il faut rappeler qu'en 1984, ils ont préféré sortir de l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine, et de présenter drôlement une candidature pour accéder ou adhérer, si j'ose dire, à l'Union européenne. Donc finalement, la RASD est membre, finalement, un membre central de l'Union africaine. Elle participe d'ailleurs à toutes les conférences internationales.
l'exemple phare qui me revient à l'esprit, c'est la TICAD. Donc, ce partenariat afro-japonais, et finalement, on a pu voir que la RASD était cet acteur central, cet acteur fondamental, avec le soutien de l'ensemble des pays du continent. Contrairement à ce que veut faire croire la propagande du régime colonial marocain et de son appareil de répression. Je rebondis sur ce que vous venez de dire et je viens vers vous, Fabio. Je rebondis aussi sur ce que vous avez dit il y a un instant, Fabio. Quand on parle du Sahara occidental, il faut rappeler sans cesse qu'il est question de richesse, d'énormes richesses, des eaux les plus poissonneuses du monde, de richesses en minerais, d'une richesse territoriale, mais aussi d'une richesse géopolitique, puisqu'il est question de l'une des portes d'ouverture vers l'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit tout à l'heure, Fabio, qu'aujourd'hui, finalement, on assiste, dans le cas du Sahara occidental, de la colonisation au Sahara occidental, à un accaparement de ressources, un accaparement de terres pour que cela soit transféré vers des multinationales, vers des entreprises et pour des investissements. Fabio, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui investir dans des territoires occupés et à l'encontre du droit international? Donc c'est un investissement à risque. Les multinationales aujourd'hui, comment vous expliquez ce risque qu'elles prennent d'investir dans un territoire finalement qui est occupé par une puissance coloniale? Ou comment vous expliquez finalement cette contradiction entre des multinationales qui sont prêtes à tout pour garantir le maintien de leurs intérêts et des puissances qui sont prêtes à tout pour garantir le maintien de leurs intérêts, mais dans le même temps aussi investissent dans des zones à risque, puisque le territoire sahraoui, faut-il là aussi le rappeler, est un territoire occupé? Le fait justement d'investir dans ce genre de territoire, c'est justement d'être sûr de gagner quelque chose. Tout le monde malheureusement est bien d'accord. Qu'est-ce qui se passe donc à ce niveau-là? À ce niveau-là, peut justement arriver qu'un jour il y a des actions légales contre ce genre de sociétés, surtout dans leur pays, et que ces sociétés justement perdent les procès au tribunal, et donc ils sont après obligés à payer des réparations au Sahraoui. Ça, c'est quelque chose qu'ils savent très bien. Et la seule chose justement pour couvrir ces situations sont justement les déclarations de certains gouvernements. La dernière, c'était le gouvernement de M. Macron qui dit qu'il reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Là, il faut dire une chose très importante. Tout ce genre de déclarations politiques sert à soutenir ce genre de business dans le territoire occupé parce que, selon eux, il n'y a pas comme ça, on va diminuer beaucoup les risques d'action. Mais en effet, ils savent très bien que ce genre de déclarations sont nulles parce que ce sont des déclarations politiques et que pour le droit international, un pays qui a signé les conventions de Genève, par exemple, ne peut pas reconnaître la souveraineté d'un pays qui occupe un autre pays. Donc, vous voyez, c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Et après, surtout, ce qu'a dit le tribunal de l'Union européenne, c'est encore plus facile d'attaquer ce genre de sociétés. Et les juges, justement, qui sont attaqués et qui sont obligés à payer dédommager, justement, le peuple sahraoui pour ce qu'ils ont fait là-bas, là, ils vont comprendre, justement, que ça devient vraiment dangereux. Je dis simplement qu'il y a des États qui ont compris ça. Par exemple, l'Allemagne ou la Norvège, ils ont retiré totalement tous leurs investissements du Sahara occidental. Et donc, aujourd'hui, ils ont que des activités seulement sur le territoire marocain. Et ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec la justice. Et donc, ils ont décidé de se retirer. Et moi, je crois personnellement que bientôt, on va voir pas mal d'autres sociétés multinationales faire la même chose et se retirer du Sahara occidental. Parce que le tribunal de l'Union européenne était clair. Et encore, je rappelle, il y a 3 instances internationales de justice qui ont dit que
le Sahara occidental est un territoire occupé et que personne ne peut exploiter les ressources naturelles sans le consentement du peuple sahraoui. Il faut ajouter au tribunal de justice de l'Union européenne, la Cour internationale de justice et surtout la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils étaient clairs, hein, donc ils savent bien qui vont là-bas et qui sont en train de violer les droits internationaux, mais surtout violer les droits du peuple sahraoui. Très bien. Fabio, dans quelle mesure finalement, à la lumière de ce que vous dites, dans quelle mesure finalement les intérêts géopolitiques des puissances et aussi les positions, comme vous venez de les citer, de la Cour internationale, de la Cour européenne de justice ou encore de la Commission de maintien de la paix africaine, a une influence sur ces investissements illégaux dans les territoires sahraouis ou sur les positions de l'ONU ou sur les positions de l'ensemble des instances nationales, régionales ou internationales? Bien sûr, ils ont un poids énorme sur ce genre de violation. Alors, il faut dire justement qu'il y a des institutions, comme on a vu récemment la Commission européenne, qui essaient de détourner ce genre d'arrêt et qui essaie justement de continuer à exploiter les ressources naturelles illégalement. C'est le cas du dernier accord de partenariat entre l'Union européenne et le Maroc sur les produits agricoles et sur les produits sur les produits pêchés normalement. Et la Commission a fait simplement à reproposer les mêmes accords de 2018, donc totalement illégal, où dedans il n'y a pas non plus de Sahara occidental, mais des régions du Sahara occidental. Et il ne parle pas de produits étiquetés par les pays d'origine, mais des régions d'origine. Vous voyez, c'est toute une série de trucs illégaux que le tribunal a dit que c'est illégal et qu'ils ont remis dedans. Ils ont mis l'introduction en disant l'arrêt de la Cour de justice. Mais ça veut dire justement qu'il y a déjà une nouvelle violation, qu'il y aura probablement un nouveau recours et qui finalement ils perdront comme ils ont perdu déjà il y a 10 ans, depuis 10 ans qui perdent des recours contre le Fonds Polisario, contre le peuple sahraoui. Donc ça marche bien. Je dis, pour ça, ça marche bien. Très bien, Fabio. Ce qui me ramène à vous, Sami Kaidi, je crois qu'on a encore le temps de poser une ou deux petites questions. Sami, dans quelle mesure finalement la politique de la sourde oreille que met en place le Maroc face aux résolutions de l'ONU, mais aussi du fait accompli, comme vient de l'expliquer Fabio, des multinationales, face aux résolutions de l'ONU, est-ce que ceci est un exemple de l'impunité dont jouissent certains États et quelle est leur influence géopolitique? Pour ne citer que le Maroc, on peut aussi citer l'entité sioniste. Oui, finalement, c'est en piétinant le droit international, les résolutions onusiennes. D'ailleurs, on voit bien que le Maroc ne fait que de multiplier les volte-face. On l'a bien vu depuis le cessez-le-feu de septembre 91. Rien n'a absolument changé. La situation n'a qu'empiré sur le terrain. Toutes les résolutions qui sont finalement adoptées par toutes les cours, notamment les cours européennes, sont sciemment piétinées par Rabat, qui d'ailleurs ne cesse de s'acoquiner avec le régime sioniste, a imité aussi ces violations des droits humains et son mépris, sa morgue face au droit international et au droit humanitaire. Et aujourd'hui, ces violations sont documentées, se multiplient et la scène internationale doit prendre des mesures fermes, notamment les Nations Unies, s'ils ne veulent pas perdre leur crédibilité. Il en va finalement de la crédibilité des Nations Unies, si elle ne veut pas connaître le même sort que son ancêtre, la Société des Nations, de se réformer et finalement de mettre au pied du mur ces États voyous comme le Maroc, qui ne cessent d'être d'un mépris sans nom. Si ce n'est pas la communauté internationale, je pense que les peuples de ce monde vont se mobiliser comme ils se mobilisent actuellement avec la cause palestinienne pour rappeler à Rabat
que nous ne sommes pas dans une jungle, mais dans une communauté où il y a des règles qu'il faut impérativement respecter. Et d'ailleurs, c'est ce que les 196 pétitionnaires, lors de la 4e commission des Nations Unies, ont rappelé. Ils ont mis aussi le doigt sur un autre point qui est dans la continuité de mes propos, c'est l'impérieuse nécessité d'organiser immédiatement un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et de mettre aussi en œuvre un calendrier clair et précis. Très bien, justement, ce qui me ramène à Fabio. Fabio, dans les prochains jours, est attendue une réunion très importante au Conseil de sécurité qui sera consacrée à la question du Sahara occidental. Autant que défenseur ou ami du Sahara occidental, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Personnellement, je m'attends à rien de particulier. À mon avis, simplement, ils vont renouveler la mission MINURSO pour encore une année et vont essayer de travailler cette année sur la modification de cette même mission. C'est vrai que selon la presse, le Maroc est en train de négocier avec la France et les États-Unis et ils disent aussi le Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni à New York a totalement dit qu'il n'y a pas pour l'instant de négociations avec le Maroc. Voilà, pour essayer de modifier ce soi-disant plan d'autonomie et voilà, d'essayer de négocier avec les autres partis, surtout avec le Front Polisario. Moi, comme j'ai dit au début, c'est un mécanisme compliqué, à mon avis, d'appliquer comme ça. On a aussi vu qu'il y a des membres permanents de Conseil de sécurité, comme la Russie, qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Comme je vous dis aussi, la plupart des membres du Conseil de sécurité soutiennent les droits à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et donc, je ne pense pas que le 30 octobre, il y aura de grandes nouvelles par rapport à la question de la MINURSO. Mais surtout, malheureusement, je le dirais, il n'y aura pas de mandat des droits de l'homme pour la MINURSO. Très bien, Fabio. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci pour l'ensemble de vos éclairages, Fabio. Merci à vous, un grand merci. Je rappelle que vous êtes membre du comité belge de soutien au peuple sahraoui, mais vous êtes surtout un humanitaire et un défenseur des causes justes et de la justice internationale. Merci encore, Fabio. J'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné ce soir sur mon plateau d'un habitué de Cap sur l'Afrique, Sami Kaidi. Merci, Sami. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste et fort observateur des questions internationales. Merci, Sami. Merci encore. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News, à vous remercier pour votre fidélité et vos retours à Cap sur l'Afrique, mais surtout à vous demander de bien prendre soin de vous parce que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine.